L'agriculture mondiale en 2026 n'est pas une idylle romantique. C'est une symphonie industrielle à haute fréquence composée de biologie et d'acier. Plus de 916 millions de personnes dévouent leur existence à la Terre, mais la manière dont nous récoltons définit notre civilisation. Quand nous parlons des récoltes gigantesques d'oranges en Floride, qui couvrent plus de 70% de la demande des États-Unis, nous observons un système qui, malgré les capteurs modernes, dépend toujours de la résistance inimaginable de millions de travailleurs immigrés. Sous un soleil sans pitié, ces hommes et ces femmes se meuvent comme les rouages d'une machine colossale. Ils portent de lourds sacs en toile qui reposent directement sur leur poitrine, une charge physique qui déforme le squelette après des décennies de labeur. Chaque orange mûre est détachée avec un mouvement de rotation précis. Un faux mouvement endommagerait le tissu sensible du fruit et ruinerait sa capacité de stockage. C'est le paradoxe de la modernité. Des industries de plusieurs milliards d'euros dépendent des tendons de mains humaines. En Californie, l'épicentre mondial de la fraise, nous voyons l'étape suivante de l'évolution. La fraise étant l'un des fruits les plus délicats, l'accès mécanique brutal est proscrit. Cependant, pour protéger la colonne lombaire des travailleurs, on utilise des plateformes de récolte qui glissent comme des insectes futuristes sur les champs. Les cueilleurs s'allongent face contre terre sur des couchettes remboursées, les mains au ras du sol, tandis que le véhicule avance de quelques centimètres par seconde. C'est l'ergonomie au service de l'efficacité. Dans l'état de Jalisco, au Mexique, la récolte de l'agave pour la tequila est une guerre contre la nature. Les jimadores utilisent la koa, un outil au long manche muni d'une lame circulaire affûtée comme un scalpel, pour extraire la piña. Un seul coup décide de la pureté de la matière première. Ici, pas de place pour les lasers ou l'IA, seul compte l'expérience gravée dans la mémoire musculaire. En passant à la laitue, cultivée dans 106 pays, la rupture est totale. Dans les petites exploitations, on sélectionne encore au couteau, tandis que les grandes fermes utilisent des moissonneuses géantes qui fonctionnent comme des usines flottantes. Les laitues sont coupées par des lames rotatives, transportées par des tapis et classées sous des lumières LED par des ouvriers qui garantissent la qualité pour les supermarchés mondiaux. C'est la transformation de la biomasse en marchandise, un processus qui ne peut jamais s'arrêter. La transition vers la récolte du thé sur les pentes de Shizuoka et Kagoshima au Japon marque non seulement le début d'une saison, mais l'arrivée de la précision chirurgicale au champ. Pour la fin 2025 et le début 2026, le marché mondial du thé a évolué vers une demande de pureté extrême, projetant un volume de 167 000 tonnes pour la décennie à venir. Cette soif insatiable ne peut être étanchée par de méthodes archaïques. Elle nécessite des machines qui opèrent comme des extensions du système nerveux de l'agriculteur. Ces récolteuses, qui ressemblent à des capsules spatiales embrassant les arbustes, utilisent un système de chenilles à basse pression pour ne pas compacter le sol volcanique. La clé réside dans leur structure en portique qui enveloppe totalement la haie de thé, créant un microclimat de pression contrôlée. À l'intérieur, une série de lames rotatives en alliage de carbone oscillent à des fréquences permettant de couper uniquement le tissu tendre des jeunes pousses, appelé deux feuilles et un bourgeon. Un système d'aspiration à flux laminaire aspire immédiatement le matériel récolté, évitant l'oxydation prématurée par contact avec la chaleur ambiante. Chaque seconde que le thé passe dans le sac collecteur sans être traité est une perte de polyphénol. C'est pourquoi la logistique japonaise est un ballet de synchronisation où la machine ne s'arrête jamais. Dans un contraste radical, nous nous déplaçons vers les vallées du Michoacán au Mexique et les collines de Californie, où l'avocat, l'or vert, impose ses propres lois biologiques. Le marché américain consomme aujourd'hui le chiffre stupéfiant de 1,36 milliard de kilos par an, ce qui a transformé le paysage en une grille de haute productivité. La physiologie de l'avocat est unique. C'est l'un des rares fruits qui ne mûrit pas tant qu'il reste attaché à l'arbre en raison d'un inhibiteur hormonal dans le pédoncule. Cela offre à l'agriculteur une fenêtre de stockage naturelle, mais complique la logistique de récolte. En 2026, la technologie de pointe n'est pas seulement mécanique, mais optique. Les récolteurs utilisent des élévateurs hydrauliques articulés équipés de senseurs spectraux qui analysent la teneur en matière sèche du fruit avant la coupe. Il ne suffit pas que l'avocat soit gros, il doit avoir le pourcentage exact d'huile pour garantir qu'il mûrira parfaitement au supermarché.
L'opérateur, élevé à 10 mètres de hauteur, utilise une perche munie d'une lame à double action et d'un sac collecteur en filet souple. C'est un exercice de précision. Si l'avocat tombe au sol, sa structure interne se brise, créant des taches noires qui le disqualifient pour l'exportation. Cette combinaison de hauteur technologique et d'acuité biologique assure que le flux de capital vert ne s'arrête pas. Pendant ce temps, au cœur de l'Europe, la région de la Vénétie en Italie devient le théâtre d'une démonstration de force vibrante. Ici, la viticulture a abandonné le romantisme des vendanges manuelles pour adopter l'efficacité des machines à vendanger. Avec plus d'1,4 million de tonnes de raisins traités annuellement, la fenêtre de récolte est critique. Quelques heures de pluie peuvent altérer le pH et le sucre du mou, ruinant des millésimes entiers. Ces machines gigantesques, qui s'élèvent au-dessus des rangées de vignes parfaitement alignées, fonctionnent selon le principe de la résonance sélective. Une série de tiges en polymère souple frappe le tronc et le feuillage de la vigne avec une fréquence calculée pour vaincre la résistance du pédoncule du raisin mûr, sans toutefois décrocher les raisins verts ou endommager les rameaux. C'est une pluie pourpre qui tombe sur des tapis roulants magnétiques, éliminant automatiquement tout reste de feuilles ou de tiges, MOG, Material Other Than Grapes. La vitesse est vertigineuse. Une seule machine peut accomplir en 1 heure le travail qui prendrait à 80 saisonniers une journée. Le résultat est un mou qui entre dans la cuve quelques minutes seulement après être séparé de la plante, préservant les arômes primaires qui définissent les vins de classe mondiale en 2026. Si la viticulture est vibration, l'industrie du tabac est une leçon de logistique implacable et de résistance mécanique. Contrairement à d'autres cultures, le tabac ne se récolte pas en une seule fois. Il est extrait par vagues, de bas en haut, à mesure que les feuilles mûrissent. Cela signifie que l'agriculteur doit entrer dans le champ entre 3 et 5 fois par saison, une pression constante sur le sol et la machinerie. Les récolteuses de tabac de 2026 sont des merveilles d'ingénierie à flux continu. Elles se déplacent entre les rangées en coupant les tiges avec une précision millimétrique, tandis que des systèmes d'effeuillage automatiques séparent les feuilles des tiges en une fraction de seconde. La plante entière est traitée à l'intérieur de la machine qui peut couvrir jusqu'à 2 hectares par jour, une vitesse nécessaire pour alimenter les séchoirs qui fonctionnent 24 heures sur 24. Dans cet environnement, la fatigue du métal est aussi réelle que la fatigue humaine, et la maintenance préventive est la seule différence entre une récolte record et la ruine financière. Cependant, le véritable titan de la production de masse est le coton. Avec une production mondiale projetée à 26 millions de tonnes pour la récolte 2025-2026, le coton est le royaume des modules géants et de l'autonomie. Les récolteuses de coton modernes, comme celles utilisées dans les vastes champs du Brésil et du Texas, traitent jusqu'à 6 rangées simultanément. Elles n'utilisent pas de lames, mais des broches métalliques rotatives qui, grâce à une charge électrostatique et à revêtement spécial, enveloppent les fibres blanches et les extraits de la capsule ligneuse sans endommager la plante. Ce coton est aspiré par des turbines de haute puissance vers une chambre de pré-nettoyage interne. Mais la véritable révolution se produit à l'arrière de la machine, le système modulaire. Le coton n'est plus déchargé dans des remorques. Il est pressé automatiquement en balles cylindriques de plus de 2 tonnes, enveloppées dans un film protecteur en polyéthylène, tout cela pendant que la machine continue d'avancer à 7 km/h. Ces modules sont déposés dans le champ avec des étiquettes RFID contenant des données sur l'humidité, le poids et les coordonnées GPS. Ce n'est plus de l'agriculture traditionnelle, c'est une opération minière de surface, propre, efficace et totalement numérisée où chaque gramme de fibre est tracé du sol jusqu'à la filature. Dans les régions tropicales du Brésil, la pastèque ajoute un facteur humain qui rompt la monotonie mécanique. Avec une production annuelle de près de 2 millions de tonnes, la pastèque est un défi logistique par son poids et sa fragilité. Malgré les tentatives de mécanisation, l'œil humain reste supérieur pour détecter la maturité par le son, le fameux coup sourd, et la couleur de la tache de sol. Les travailleurs forment des chaînes humaines légendaires, déplaçant des pastèques de 10 à 15 kg de main en main sous un soleil brûlant qui dépasse les 40 degrés. C'est une danse de coordination et de force brute. Chaque fruit est placé dans le camion dans un schéma d'arrimage qui minimise le mouvement pendant le transport. À la fin de la journée, le champ est vide et propre, une prouesse de résistance humaine qui nous rappelle que même en 2026, la sueur de l'homme reste le lubrifiant essentiel de l'économie agricole mondiale. Enfin, le secteur des agrumes, mené par le citron, affronte 2026 avec une prévision de 10,1 millions de tonnes. Ici, la technologie se concentre sur la prévention des agents pathogènes.
Lors de la récolte des citrons, le travailleur doit non seulement être rapide, mais aussi méticuleux. On utilise la technique du rotation et coupe avec des ciseaux à pointes arrondies pour éviter les piqûres dans l'écorce. Un seul citron piqué libère des spores de pénicillium qui peuvent contaminer un conteneur entier en haute mer. C'est pourquoi les récolteurs d'élite portent des sacs avec désinfectants et opèrent sous des protocoles d'hygiène industrielle. Chaque citron est déposé dans des caisses ventilées qui permettent une circulation d'air immédiate. À ce niveau de production, la qualité n'est pas une valeur ajoutée, c'est l'exigence minimale pour entrer sur le marché mondial. Dans les citronniers du monde, où les prévisions pour 2026 atteignent le chiffre stupéfiant de 10,1 millions de tonnes, la récolte se définit comme un acte de prudence extrême et de microgestion biologique. Nous ne ramassons pas simplement des fruits, nous gérons l'intégrité d'une barrière biologique, l'écorce. Les citrons possèdent une structure cellulaire riche en huiles essentielles qui, si elle est rompue prématurément, déclenche un processus d'oxydation et de vulnérabilité fongique. C'est pourquoi la technique de récolte dans les grandes exploitations d'Espagne, d'Argentine et d'Afrique du Sud a évolué vers des protocoles de dommage zéro. Les travailleurs utilisent des ciseaux à pointe émoussée conçus spécifiquement pour couper le pédoncule au ras du calice, évitant que tout reste de branche ne pique les fruits voisins à l'intérieur des paniers. Une seule micropiqûre sur un citron peut libérer des spores de Penicillium digitatum, un champignon capable de décimer des cargaisons entières pendant leur transit transocéanique. Ce besoin de délicatesse humaine coexiste avec la pression de quotas massifs. Un récolteur expérimenté doit équilibrer la vitesse de remplissage avec la délicatesse d'un chirurgien, déposant chaque unité dans des sacs remboursés qui minimisent l'impact par gravité. Pendant que l'Occident s'obsède pour la vitesse, dans les préfectures du nord du Japon, l'agriculture fusionne avec la thermodynamique naturelle dans la technique des pommes de neige, Yukiringo. Cette méthode, qui semble sortie d'un récit ancien, est en réalité une leçon de physique appliquée en 2026. Après la récolte d'automne, des milliers de tonnes de pommes sont enterrées sous une couche de neige qui peut dépasser les 50 cm. Contrairement aux chambres froides industrielles, qui déshydratent les fruits et consomment des quantités massives d'électricité, la neige agit comme un isolant thermique parfait et un régulateur d'humidité à 100%. Sous le manteau blanc, la température se stabilise juste au-dessus du point de congélation, permettant à la pomme de maintenir une respiration minimale. Durant cette léthargie hivernale, l'amidon du fruit se transforme lentement en sucre et l'acidité s'adoucit, créant un profil de saveur que la réfrigération artificielle ne peut tout simplement pas reproduire. C'est la victoire de la patience sur le moteur, une technique qui économise des millions en coûts énergétiques et positionne le produit dans une niche d'ultra-luxe sur les marchés de Tokyo et Singapour. Dans un environnement diamétralement opposé, dans les zones humides du Vietnam et de la Chine, les agriculteurs font face à la récolte aveugle de la racine de lotus. Ici, l'alchimie se produit dans la boue profonde, un milieu anaérobie qui conserve ses racines riches en nutriments. En 2026, malgré les progrès de la robotique sous-marine, le toucher humain reste irremplaçable. Les agriculteurs s'immergent jusqu'à la taille dans un mélange dense d'argile et d'eau, tâtonnant avec les pieds et les mains pour localiser les chambres à air des racines de lotus. Ces structures tubulaires sont extrêmement fragiles. Toute fissure permet l'entrée de boue dans leurs canaux internes, ruinant leur esthétique et leur valeur culinaire. Le processus d'extraction nécessite une succion contrôlée. L'agriculteur doit déterrer la racine doucement, luttant contre la pression hydrostatique de la boue sans appliquer une force qui la briserait. Une fois sorties, les racines sont lavées avec des jets d'eau à pression modérée, révélant leur couleur ivoire. Ce travail est l'un des plus épuisants du monde agricole, exigeant une résistance cardiovasculaire et une tolérance au froid que peu de machines peuvent égaler sur des terrains aussi instables. Cependant, quand nous parlons de domination industrielle absolue sur le sol, nous devons tourner notre regard vers la plaine européenne et la récolte de la betterave sucrière. Avec une production projetée de 16,1 millions de tonnes dans l'Union européenne pour la récolte 2025-26, cette culture est le summum du génie mécanique. Les intégrales modernes sont des forteresses roulantes de plus de 30 tonnes qui opèrent avec une précision centimétrique grâce à des systèmes de navigation RTK GPS. Le processus commence par l'effeuillage. Des lames rotatives à haute vitesse éliminent les feuilles vertes qui sont broyées et restituées au sol comme engrais instantané. Aussitôt après, une série de socs vibrants pénètrent dans le sol, brisant la compaction et soulevant la betterave avec la délicatesse avec laquelle un archéologue extrait une relique. Ce qui suit est un labyrinthe de tapis transporteurs et de rouleaux de nettoyage qui agitent la racine pour détacher jusqu'au dernier gramme de terre adhérente.
L'objectif est de minimiser la tare-terre, car transporter de la terre vers la sucrerie est une inefficacité logistique qui coûte des millions en carburant. Ces machines sont capables de remplir un bunker de 40 mètres cubes en moins de 15 minutes, traitant le sol avec une voracité qui garantit que l'industrie du sucre ne s'arrête jamais. Si la betterave représente la force de la machine, la récolte de miel sur les falaises de l'Himalaya, au Népal, représente la limite de la bravoure humaine. À 80 mètres de hauteur, suspendus à des échelles de cordes en fibres tissées à la main, les chasseurs de miel affrontent l'Apis laboriosa, l'abeille la plus grande et la plus agressive du monde. En 2026, cette pratique reste fondamentale pour l'économie locale en raison de la valeur médicinale du miel fou, riche en graianotoxines. Le processus est une chorégraphie du risque. À la base de la montagne, une équipe brûle du fumier et des feuilles vertes pour créer une fumée dense qui désoriente les abeilles. Le grimpeur, sans autre protection qu'un tissu fin et son propre courage, utilise des perches de bambou de 7 mètres pour couper des morceaux de rayons de miel et les déposer dans des paniers qui sont ensuite descendus avec des cordes. Une seule erreur dans le nœud de la corde ou une attaque massive d'abeilles peut être fatale. C'est un rappel que, aux confins de la civilisation, la récolte reste un rite de passage et une confrontation directe avec la mort. Dans le secteur des glucides, le Brésil continue de dominer avec la canne à sucre, fournissant près de 40% de la production mondiale. La récolte de 2026 est presque totalement mécanisée dans les régions leaders comme São Paulo. Les récolteuses de canne à sucre modernes sont capables de couper, nettoyer et fragmenter les tiges en tronçons dans une opération continue. La conception de ces machines inclut des turbines d'aspiration massive qui séparent la paille et les impuretés végétales, les rejetant sur le champ pour protéger le sol contre l'érosion et maintenir l'humidité. La logistique est un flux constant. Des camions transbordeurs circulent en parallèle de la récolteuse, recevant le produit sans que la machine ne s'arrête une seconde. Cette efficacité est vitale pour les usines d'éthanol et de sucre qui traitent des milliers de tonnes par jour avec un délai minimal entre la coupe et le broyage, pour éviter l'inversion du saccharose. Enfin, le monde des épices nous offre la cannelle, dont la récolte est un exercice d'artisanat et de patience. Au Sri Lanka et en Indonésie, les travailleurs sélectionnent des branches de 2 ans et avec une habileté prodigieuse grattent l'écorce extérieure pour atteindre le phloème interne. Cette fine couche se détache en longues bandes qui, en séchant sous le soleil tropical, s'enroulent naturellement pour former les fameuses branches de cannelle. C'est une transformation alchimique, où la chaleur solaire active les aldéhydes aromatiques, concentrant la saveur et l'arôme qui voyageront à travers le globe. Chacune de ces récoltes, de la boue du Vietnam aux falaises du Népal et aux plaines mécanisées d'Europe, fait partie d'un tissu invisible qui nourrit et donne du goût à l'humanité en 2026. La technologie a changé les outils, mais le cycle de la Terre, semer, attendre et récolter, reste le battement constant de notre planète. La récolte de myrtilles sauvages en 2024 et 2025 a marqué un tournant avec plus de 41 millions de kilos récoltés, mais c'est en 2026 que la technologie de vibration sélective atteint sa maturité. À la différence des myrtilles cultivées, les sauvages poussent sur des arbustes rampants qui exigent une machinerie à profil bas et haute sensibilité. Les têtes récolteuses de ces machines glissent au ras du sol, utilisant des peignes en acier inoxydable qui vibrent à des fréquences harmoniques conçues pour détacher uniquement le fruit mûr, qui a une abscission plus faible, tout en laissant les fruits verts et les feuilles fermement attachés à la plante. Ce processus est une danse de physique appliquée. Le système de nettoyage par air intégré à la récolteuse expulse instantanément tout reste de feuilles ou d'insectes, livrant un produit qui va directement du champ au tunnel de congélation rapide IQF. Dans les vastes plaines du Maine et de l'Est du Canada, ces machines permettent de récolter en un jour ce qui nécessitait auparavant des semaines, assurant que la myrtille conserve son profil antioxydant intact, vital pour l'industrie des compléments alimentaires qui brasse aujourd'hui des milliards d'euros. Même quand le thermomètre descend sous zéro et que la neige couvre les champs d'Europe du Nord, l'agriculture ne s'arrête pas. La récolte du chou de Bruxelles est un témoignage de la résilience du génie agricole.
En 2026, les récolteuses semi-automatiques ont révolutionné cette culture. La plante est arrachée avec sa racine et introduite dans un système de rouleau effeuilleur. À l'intérieur de la machine, une tête de coupe rotative munie de lames auto-affûtantes parcourt la tige centrale, séparant les 60 à 100 petits bourgeons qui poussent en spirale. Ces boutons verts sont extrêmement denses et résistants au froid, mais sensibles à la pression mécanique. C'est pourquoi les tapis transporteurs sont recouverts de polymères souples qui évitent les hématomes sur le tissu végétal. Une fois séparés, les bourgeons tombent dans des conteneurs à atmosphère contrôlée, prêts à être traités. Cette capacité à récolter dans des conditions climatiques extrêmes garantit un approvisionnement constant en légumes frais pendant tout l'hiver européen, un facteur clé pour la sécurité alimentaire régionale. Dans les vergers de Grenade, dont la production mondiale dépasse les 3 millions de tonnes par an, la récolte manuelle reste reine, mais avec une logistique numérisée. Les travailleurs en Espagne, en Turquie et en Inde sont équipés de gants en microfibre et de ciseaux à coupe plate. La grenade est un fruit trompeur. Son écorce semble dure, mais elle est poreuse et sujette à des fissures qui invitent l'attaque des champignons. Chaque fruit est coupé en laissant un pédoncule d'à peine 2 mm. Une coupe plus longue endommagerait les autres fruits dans la caisse, et une plus courte endommagerait la couronne de la grenade, réduisant sa valeur esthétique. En 2026, la traçabilité est totale. Chaque panier a un code QR qui lie le fruit à l'arbre spécifique et au travailleur, permettant un contrôle de qualité en temps réel qui assure que seules les pièces les plus rouges et les plus lourdes arrivent sur les marchés d'exportation. Le kiwi, d'un autre côté, vit sa propre révolution robotique. Dans les vergers d'Italie et de Nouvelle-Zélande, où les fruits pendent en grappes uniformes, des bras robotiques à axes multiples dotés de vision artificielle sont déployés. Ces robots utilisent des caméras de profondeur pour identifier le degré de maturité en se basant sur la réflectance de la peau et la taille. Le bras imite le mouvement humain de rotation et traction, appliquant la force juste pour rompre le pédoncule sans stresser la plante. Bien que l'investissement initial soit élevé, la productivité augmente de manière significative, permettant de récolter pendant la nuit et dans des conditions d'humidité qui arrêteraient les travailleurs humains. Le résultat est un kiwi d'une homogénéité parfaite, idéal pour les chaînes d'approvisionnement qui exigent une précision absolue en poids et en volume. L'humble oignon, ingrédient de base dans presque toutes les cuisines du monde avec une consommation de 6,2 kg par personne et par an, affronte l'un des processus de récolte les plus sales et les plus techniquement exigeants. En 2026, la récolte est un processus en 2 étapes. D'abord, une machine déterreuse soulève les oignons et coupe les racines et les tiges sèches, les laissant en rangée parfaite sur le champ. Ici se produit une étape critique, le séchage au soleil. Le rayonnement ultraviolet et l'air sec durcissent les couches extérieures de l'oignon, créant la peau protectrice qui permet de les stocker pendant des mois. Après quelques jours, une seconde machine récolteuse munie de tamis vibrants massifs ramasse les oignons, les séparant de la terre et des mottes accumulées. Ce système minimise les dommages par impact, assurant que l'oignon arrive à l'entrepôt sans blessures internes qui provoqueraient des germes prématurés ou de la poutrire. Dans le monde des fruits à coque, la noisette mène l'efficacité mécanique. Avec plus de 600 000 hectares plantés à l'échelle mondiale, la récolte manuelle est physiquement impossible. Dans les vergers de l'Oregon et de Turquie, les machines balayeuses aspiratrices entrent en action. Ces machines utilisent des rouleaux avec des doigts en caoutchouc qui balaient le sol proprement, envoyant les noisettes vers un système de nettoyage par air. Des ventilateurs haute puissance séparent les feuilles sèches, les pierres et les coquilles vides grâce à la différence de densité. Le produit final qui tombe dans la remorque est une noisette propre et sèche, prête pour le décortiquage industriel. Ce niveau d'automatisation a permis à la noisette de rester l'une des protéines végétales les plus abordables du marché mondial. Les concombres, avec une production ayant dépassé les 100 millions de tonnes l'année dernière, bénéficient de récolteuses à flux continu dans les grandes étendues de culture pour la conserve. La partie frontale de ces machines sépare le fruit de la tige avec une douceur étonnante, utilisant une combinaison de rouleaux et d'air comprimé. Le concombre est immédiatement lavé de manière préliminaire et classé par taille à l'intérieur de la machine même. En Californie, 99% des prunes sont récoltées par des shakers ou secoueurs d'arbres. Le bras mécanique enlace le tronc et applique une vibration à fréquence variable qui fait tomber les prunes mûres simultanément. Pour éviter que le fruit ne se cogne, des parapluies hydrauliques géants recouverts de bâches haute résistance sont déployés pour amortir la chute et diriger les fruits vers les caisses de transport. Même dans les forêts reculées, la récolte est une source de vie.
La pousse de bambou, essentielle dans la cuisine asiatique, est extraite manuellement avec des housses spéciales. C'est un travail de patience, les récolteurs cherchent les pointes qui affleurent à peine du sol. Une pousse qui grandit trop devient fibreuse et perd de sa valeur. Ce travail fait vivre des générations entières dans les zones montagneuses, prouvant que l'agriculture est aussi un outil de cohésion sociale et de survie économique dans des environnements où la machinerie lourde ne peut accéder. Dans les champs de courges, particulièrement lors du phénomène du jour sans fin en Alaska, la récolte atteint des proportions épiques. Des courges de plus de 100 kg sont soulevées avec des harnais et des grues laser après avoir été coupées manuellement. La taille de ces fruits défie la logistique conventionnelle, exigeant des véhicules renforcés pour leur transport. Pendant ce temps, le chou, le super aliment de 2026 selon Vogue, est récolté avec des machines qui coupent la base au ras du sol et éliminent les feuilles extérieures les plus dures de manière automatique. À la fin de la ligne, des travailleurs spécialisés classent les têtes par leur fermeté et leur couleur, assurant que seul le meilleur arrive aux usines de fermentation pour la choucroute ou au marché frais. La cannelle, avec une consommation mondiale de 300 000 tonnes, clôt le cycle comme l'une des récoltes les plus artisanales au monde. Le grattage de l'écorce exige une précision qu'aucune machine n'a réussi à reproduire de manière satisfaisante. La couche interne doit être séparée avec l'épaisseur exacte pour qu'elle s'enroule correctement au séchage. Enfin, les cerises représentent l'équilibre parfait entre la caresse manuelle pour le marché de bouche, en gardant le pédoncule intact pour éviter la perte d'humidité, et la vibration mécanique pour l'industrie de transformation. Le verdict de 2026 est clair. L'agriculture est aujourd'hui un hybride indissociable entre la sagesse biologique et la puissance technologique. Que ce soit la précision d'un robot récolteur de kiwis ou la bravoure d'un chasseur de miel népalais, chaque tonne produite est un triomphe sur l'entropie et la faim. La vidéo se termine ici, mais le cycle de la Terre continue. Chaque graine plantée aujourd'hui est la promesse d'une nouvelle récolte impressionnante demain. Quelle méthode vous a le plus impressionné ? La force brute de la canne à sucre ou la délicatesse de la pomme de neige? Partagez votre avis et rejoignez la conversation sur l'avenir de notre alimentation.